Nouveau problème ou nouvelle question espérée par le concours d'admission à l'École polytechnique de Paris et le problème porte sur l'algèbre particulière, un domaine que j'affectionne particulièrement parce que l'algèbre linéaire pour moi c'est l'outil le plus puissant en maths. Ok, donc pour la première partie, on va faire une étude des endomorphismes de matrices de rang 1. Donc ici on t'annonce déjà que la matrice est un peu de rang 1 tout au long de la question. Donc pour le point A, je dois démontrer que voilà, si j'ai eu un endomorphisme de E dans rang 1, dans E c'est juste un espace, en R, dans l'espace R en général, montre qu'il existe une forme linéaire, lambda, qui prend des valeurs, qui quitte d'un domaine E vers l'image R, et un vecteur Y qui appartient à ce domaine E, tous deux non nuls, tels que il existe, tel que pour tout X dans l'espace E, on a U qui vaut lambda X. Pour la question 2, on a démontré que si tu es de rang 1, alors il existe deux matrices. Petit moment d'interruption. Donc, je viens tout récemment de lancer une application web qui va permettre à des élèves ou des étudiants de trouver un professeur particulier sur base de leurs problématiques qu'ils vont insérer sous forme de prompt. Donc, un exemple, tu peux te demander c'est quoi une application endomorphisme et tu le poses sous forme de prompt. Tu mets des critères comme la langue, le pays, le tarif, l'expérience et mon algorithme va se charger de te trouver un professeur particulier. Mais actuellement, j'essaie de recruter un maximum de professeurs sur ma plateforme. Donc n'hésite pas d'aller t'inscrire comme vu sur cette démo, de remplir tes informations, d'envoyer une photo et un CV. Et on se retrouve à très bientôt sur la plateforme Find Scholar. C'était Bril, salut. Qui peuvent générer ta matrice A, bon, on va lire après. Et le 3, c'est lié à la diagonalité, ça on va voir un peu après. Donc, commençons directement pour le point 1. Donc pour l'exercice 1, on veut montrer que U, un endomorphisme de E. Donc endomorphisme en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as, disons, une application, peut-être pas linéaire, bon ici elle est linéaire, ici U est linéaire je pense, qui quitte de E vers E. C'est ça en quelque sorte un endomorphisme. Un exemple d'endomorphisme, c'est par exemple des matrices de rotation. Parce qu'une matrice de rotation, disons que tu travailles à deux dimensions. Donc là tu as ta base, tu es en R. Disons que tu es en R carré, ou en R, oui, R carré, tu as un vecteur, disons un vecteur V. Et ta matrice de rotation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre ton vecteur, elle va faire une rotation comme ça. Et du coup, le vecteur qui est engendré V', c'est, disons, une matrice de rotation M pour le vecteur V. Tu vois qu'ici, l'espace a été conservé. Donc, ta matrice M a pris un vecteur qui appartient à R carré et l'a renvoyé vers un autre vecteur qui appartient à R carré. Une matrice de rotation, par exemple, c'est une application endomorphisme. Par exemple, c'est la dérivée également, c'est une application endomorphisme. La dérivée pour certains cas, par exemple pour l'exponence, pour les polynômes, ça quitte d'un polynôme vers un polynôme. C'est vrai que quand tu dérives, le degré du polynôme change, mais ça reste toujours dans l'espace des polynômes. Peut-être avec les exponentiels, peut-être. On imagine une application qui ne déforme pas l'espace, qui conserve un domaine d'un point à un autre, sans créer d'exception, des trucs comme ça. C'est ce qu'on appelle un endomorphisme. Et je dois démontrer que pour cet endomorphisme, qui est de rang 1, il existe un lambda tel que U de X appartient à lambda X. Donc une façon de démontrer ça, c'est simple. Alors, il y a deux approches. Tu peux dire que comme U est de rang 1, son image est forcément un sous-espace vectoriel de rang 1. Ça veut dire que son image, dans l'image, c'est ce que je vais montrer, le E dans E, son image est forcément également de dimension 1 de E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de U, c'est un certain vecteur Y. Donc, sachant que Y appartient à E. Donc, ça veut dire quoi? J'ai fait un petit dessin. Ça veut dire que tu as l'espace grand E comme ça. Donc c'est un espace, un ensemble d'espaces. Tu as l'autre espace grand E. Et dans cet espace, tu sais qu'il y aura plein de vecteurs. Il y aura plein d'éléments. Il y aura plein d'éléments. Attends, je vais prendre une gomme pour effacer. Il y aura plein d'éléments ici. Donc, il y aura des vecteurs un peu partout dans ton ensemble comme ça. Il y a plein de vecteurs dans ton ensemble comme ça. Et normalement, tous suivent en fait une même ligne. Tous en fait sont collinéaires. Tout ça part sur le même espace. Ici aussi, il y a également des vecteurs, ici, comme ça. Il y a plein de petits vecteurs, comme ça. Et l'application U quitte d'ici vers ici. Donc, quitte de ce domaine E vers ce domaine E. Si je sais que dans ce domaine, j'arrive à prendre un vecteur que j'appelle Y, alors je sais que
L'application U, tout simplement, va me donner un vecteur qui va être collinéaire à Y. Donc l'image de U, c'est forcément une combinaison linéaire ou une multiplication avec le vecteur Y. C'est une façon en fait d'expliquer ça. Si la dimension de l'espace vectoriel est bien une dimension 1, ça veut dire en quelque sorte que tous les vecteurs en fait sont alignés sur la même ligne, ils sont tous collinéaires. Donc si tu as une dimension, tous les vecteurs qui existent en une dimension sont tous collinéaires. Ça, c'est simplement ma façon intuitive de voir. Donc en gros, ça veut dire que l'espace E, en fait, c'est pas un espace à deux dimensions, c'est un espace qui est comme ça. Et tous tes vecteurs, en fait, vont juste être sur cette ligne ici, puisque la dimension est de 1. Et disons que quelque part, tu as un vecteur Y comme ça, tu peux dire en fait que l'application U va te donner forcément un vecteur qui est collinéaire à Y, mais bien évidemment, ça va dépendre de l'application linéaire X. Ça va dépendre à quel point est-ce que tu te places et la valeur de lambda ne va pas être constante. Parce que si c'était constante, alors tu n'engendrais qu'un seul vecteur Y. Du coup, pour engendrer tout l'espace E, parce que c'est ça qui vient de E vers E, donc je peux également engendrer tous les espaces E. Lambda doit dépendre de X pour pouvoir engendrer tous les vecteurs qui sont collinéaires à Y. Ça, c'est une explication assez simple. Donc, puisque U de X appartient toujours à l'image de U, il existe un scalaire lambda tel que U de X vaut lambda X. Donc tu arrives à engendrer tous les vecteurs dans l'espace E. Et pour faire ça, tu quittes d'un vecteur Y qui est dans cet espace E. Et je dis que tous les vecteurs sont forcément collinéaires à cet espace, puisqu'il est de dimension 1. Ok, parfait. Maintenant, il reste à démontrer que lambda X était bien une application linéaire. Parce que j'ai dit, ok, tu multiplies par un scalaire qui va te permettre d'engendrer tous les vecteurs collinéaires. Il reste à démontrer que ce scalaire est bien une application linéaire. Normalement, c'est trivial à démontrer, mais on peut le faire. Donc on sait au début que U de... Non, déjà pour définir c'est quoi une application linéaire, je rappelle pour les nouveaux, je ne sais pas s'il y a les nouveaux. Donc une application linéaire, c'est une application qui prend A, B, donc A, B, c'est sont des vecteurs, A c'est une matrice, et ça fait AA plus AB. En gros, c'est ça une application linéaire. Et nous, on veut démontrer ça. Donc je dois prendre deux arguments dans X, donc on veut dire que j'ai... Et si c'est linéaire aussi par multiplication et par deux termes, un truc comme ça. Donc, ok. Donc j'ai U de AX1 plus BX1, je remplace X par AX1 plus BX1. Moi, je sais que U était linéaire au début. Donc au début, on m'a dit que si tu regardes l'énoncé, quelque part ici, on te dit que on veut montrer que U endomorphisme de machin 1. Ici, on ne dit pas que U était linéaire, mais je pense que endomorphisme d'office, ça implique la linéarité. Ouais, je pense dans l'énoncé, on avait dit que U était linéaire. Soit j'ai mal recopié, ou soit parce que c'est un endomorphisme, c'est toujours linéaire. Je pense que c'est ça. Ok, si U est linéaire, par la linéarité de U, j'ai U AX plus U BX. Donc là, je parle du fait que U était linéaire, pas lambda. U est linéaire. Du coup, si j'applique la linéarité, j'applique la définition de U, je trouve que U vaut ça. Et par ricochet, ça démontre clairement que lambda aussi est linéaire d'office. Ok, ça c'est simple. Ah putain, c'est mal apparu. Donc on va aller étape par étape. Ne regardez pas la fin, regardez que le début. Donc ici on veut montrer que si A est une matrice de rang 1, alors il existe une matrice, c'est pas vraiment une vraie matrice, mais c'est une matrice colonne Y, et une autre matrice ligne lambda. C'est pour ça que j'ai mal recopié en fait. Ici normalement c'est M, c'est une matrice ligne, donc en fait c'est un vecteur en réalité. C'est un vecteur ligne, donc c'est pour ça qu'on a mis Mn. N pour dire qu'il y a N lignes, il y a une seule colonne. Ici c'est censé être 1N. Je pense que j'ai mal recopié, pour dire qu'il y a une ligne et N colonnes. Donc ça c'est un vecteur ligne, ça c'est un vecteur colonne. D'autres appellent ça une matrice ligne, une matrice colonne. Ok, tel que A peut être défini par ça. Et je veux démontrer ça. Et si A est de rang 1, ça veut dire quoi avoir une matrice de rang 1? Si tu as une matrice de rang 1, ça veut dire que les colonnes de A sont toutes des combinaisons linéaires d'une seule colonne Y. Pas forcément la colonne Y en particulier, mais forcément d'une colonne Y qui existe. Donc je suppose que Y, la colonne Y, c'est la colonne qui est elle-même linéairement indépendante d'elle-même et que tous les autres sont des combinaisons linéaires d'elle-même. Ça veut dire être de rang 1. Si c'est de rang 0, ça veut dire que toutes les colonnes sont linéairement indépendantes. Ça, souvent, on aime bien. Si c'est de rang 2, ça veut dire que toutes les colonnes sont les combinaisons linéaires de moins 2 colonnes, etc., etc.
c'est-à-dire qu'il existe un vecteur colonne y et un vecteur colonne grand lambda tel que, donc ça veut dire ici, ça veut dire que tout, donc ici je définis, donc ça représente des colonnes. Et si tu fais des colonnes, tu formes ta matrice. Donc je fais ça simplement. Si je voulais écrire ma matrice, j'aurais eu lambda 1 comme ça, petit y1, lambda 1, petit y2, jusque lambda 1, petit yn. Et je continue. Est-ce que ce que je fais, c'est juste? Ouais, et c'est ça. Lambda 2, petit y1, lambda, là, c'est quoi, lambda 1, là, c'est lambda 1, lambda 2, petit y2, lambda 2, petit yn. Bla, 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 lambda n, petit yn. Donc, pour écrire ça de façon compacte, y1 à n, c'est un vecteur, en fait, que j'applique en y. C'est ce que je fais ici. Et puisque j'ai le même vecteur colonne dans toutes les colonnes, je peux factoriser ce vecteur colonne. Et là, qu'est-ce que je vois? Il me reste qu'un vecteur ligne. Il me reste qu'un seul vecteur ligne. Et ce vecteur ligne, c'est le vecteur grand lambda. Transposé bien sûr. Donc si je transpose ça, je retrouve un vecteur lambda. Mais c'est tout. Et là, je viens de faire la démonstration assez simplement. Donc pour le point 3, montre que si A est diagonalisable, alors la trace de A est non nulle. Donc, une matrice diagonalisable, c'est une matrice qui n'a que des éléments sur sa diagonale. Donc ça n'a que des éléments, disons A, B, C, etc. Et partout ailleurs, tu as que des zéros. Ça, c'est une matrice qui est diagonalisable. C'est que tu peux arriver à transformer, à modéliser ta matrice telle que tu n'as que des éléments sur la diagonale. C'est une matrice qui est diagonalisable. Donc si la matrice est diagonalisable, ça veut dire quoi? Si l'application est diagonalisable, son spectre contient au moins une valeur propre qui est non nulle. Donc si tu as une matrice qui peut être diagonalisable, qui peut avoir des éléments sur la diagonale, d'office tu as au plus, donc si tu as au plus une valeur propre lambda non nulle. Donc tu as au plus, pas au moins, j'ai désolé, c'est au plus. Donc tu peux pas avoir plus d'une valeur propre lambda non nulle, car son rang est égal à 1. Pourquoi? En fait, c'est un peu bateau d'expliquer. Ça, c'est un peu la théorie. Donc, si tu as une matrice qui est diagonalisable et que le rang est de 1, tu as tout au plus une valeur propre qui est lambda. Ça, c'est en fait le théorème. Je pense que le théorème spectral, un truc comme ça que j'ai vu en deuxième année. Mais ça peut un peu se comprendre intuitivement. Donc, tu sais que ta matrice est diagonalisable. Je t'explique un peu. Ta matrice, si vous voulez que ta matrice est diagonalisable, ça veut dire que tu as des lambdas. Donc, disons que les lambda, c'est les valeurs propres. Disons que ta matrice est diagonalisable. D'office, alors, les valeurs qui se trouvent sur la diagonale, c'est tes valeurs propres. Ça, c'est ta matrice. Et partout, tu as les zéros. Je vais te montrer, c'est simple de comprendre ça. Ta matrice est diagonalisable, elle s'écrit sur cette forme-ci. Elle est parfaitement diagonalisable. Après, je te dis que ta matrice est de rang 1. Ça veut dire que toutes les lignes, ça veut dire que les deux, donc tu as 3 lignes, ça veut dire que 2 des lignes sont forcément combinaisons linéaires de une ligne. Ça veut dire que si je prends les 2 lignes que j'ai ici, la première et la deuxième ligne, elles doivent être combinaisons linéaires de la troisième. Donc ça veut dire que dans le meilleur des cas, la première ligne me donne A fois lambda 3. La deuxième ligne me donne B fois lambda 3. Et la troisième ligne me donne lambda 3. Comme ça. Mais ici, je ne peux pas dire que A lambda 3, B lambda 3, c'est les valeurs propres de ma matrice. Pourquoi? Parce que les valeurs propres d'une matrice sont censées être indépendantes. Donc les valeurs propres d'une matrice n'ont pas de multiplicité entre elles. Si il y a une multiplicité, alors là tu as des valeurs propres qui sont dégénérées. Dans la mécanique quantique, on parle d'état dégénéré quand tes valeurs propres en fait sont des multiplicités de l'un de l'autre. Parce que si tes valeurs propres sont des multiplicités, tu auras les vecteurs propres qui vont être non orthogonales. Et les vecteurs propres doivent toujours être orthogonales. Donc tu enjoins tout le temps les vecteurs propres. Un vecteur propre, dans les vecteurs propres sont déjà non nuls et sont forcément orthogonaux entre eux. Donc d'office, les valeurs propres ne peuvent pas être des multiplicités entre elles. Et on est aussi parce que si, par exemple, j'ai le même coefficient, je peux factoriser le A, et du coup, si je factorise les constantes, alors c'est comme si j'avais qu'une seule valeur propre. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc si le rang est de 1 et que c'est diagonal, tu as tout au plus une seule valeur propre parce que les autres lignes sont d'office multiples de l'autre. Et si le rang est de 2, tu te rends compte que là, c'est plus du tout possible. Non, si le rang est de 2,
Ça veut dire que tu as au plus 2, si le rang de 3, tu as au plus 3, etc. etc. Et je pense, si je ne me trompe pas. Dans l'espace propre, non ici, ok, je demande que j'ai tout au plus une seule valeur propre. Ça veut dire quoi la trace d'une matrice? La trace d'une matrice, c'est la somme des éléments sur la diagonale. Dans la trace d'une matrice, donc je remets encore mes bazars. Lambda 1. Donc d'office ici, j'ai que un seul lambda. J'ai tout au plus un lambda, mais ça peut être, les coefficients qui sont là peuvent être 0, hein, n'oublions pas. Donc ça, A et B peuvent être 0, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est des coefficients. A et B peuvent être 0. Dans la trace d'une matrice, c'est la somme sur la diagonale. Donc si je somme les éléments sur la diagonale, je somme tous les lambdas. Et je sais que d'office, si je somme tous les lambdas, j'ai au minimum, j'aurais dû mettre ici, au minimum, je sais qu'au minimum, non, au maximum plutôt, parce que je sais que j'ai un seul lambda, bon, pas vraiment un seul lambda, parce que je peux avoir des lambdas, donc c'est au minimum, comme ce que je viens d'expliquer, parce que je peux avoir A lambda 1, B lambda 1, lambda, ça va pas forcément s'annuler, ils sont pas forcément nuls, mais c'est pas des valeurs propres, en tout cas. Donc si j'aurais dû mettre au minimum, je peux avoir ça. Au minimum, la somme des lambda, au minimum, la somme des lambda me donne lambda qui est différent de qui est non nul. Je sais pas si bon, je pense que c'est beaucoup plus rigoureux de dire qu'au minimum un seul lambda te donne 0. Au minimum. Maintenant, est-ce que ici tu peux avoir la somme des lambda qui vaut 0? Ça, c'est la question que je me suis posée. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si. Ok, c'est des multiples. Qu'est-ce qui se passe si. Et ça, c'est super intéressant de se poser. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, lambda 1, c'est moins lambda. Imagine si là, tu as moins. Ici, tu as moins, par exemple. Ici, tu as moins 1. Ici, tu as, par exemple, 0. Ici, tu as, par exemple, 1. Qu'est-ce qui se passe si tu fais la somme de tout ça? Bah, ça te donne 0. Du coup, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Tu vois un peu ce que je dis? Donc, si A vaut moins 1, B vaut 0, et tu as juste lambda 3. Si tu fais la somme, tu vas retrouver 0. Là, ça ne contredit pas le fait que c'était rang 1, que tu as qu'une seule valeur propre. Bon. Je ne sais pas trop comment détailler ça. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais selon moi, je me suis dit, ok, dans le meilleur des cas, ça ne va pas être 0. Et là, on demande que lambda est différent de 0. Donc, si lambda est différent de 0, alors je viens de démontrer que la trace est d'office non nulle. Mais là, je viens de donner un contre-exemple, donc je ne sais pas si je détruis ma crédibilité. Maintenant, pour le point B, je dois démontrer que trace de A est une valeur propre de A. C'est ce que je viens de démontrer ici en fait. Donc j'ai démontré ça en prenant le point B. Donc déjà fait. La trace de A en fait c'est la valeur propre non nulle. Ok, c'est parfait. L'espace propre associé à cette valeur propre est l'image. Non, ça c'est pour le point 3. Le point 3, je dois déduire que si la trace est non nulle, alors elle est diagonalisable. Tu peux voir ça de plusieurs façons. C'est que si la trace est non nulle, d'office, tu auras des éléments sur la diagonale. Et si tu as des éléments sur la diagonale, ça veut dire que si les éléments sur la diagonale sont non nuls, ça veut dire que d'office tu es de rang minimum 1. Et si tu es de rang minimum 1, ça veut dire que tu admets au minimum une valeur propre. Et si tu admets au minimum une valeur propre, tu peux générer des vecteurs propres. Et ces vecteurs propres vont être la base pour construire ta matrice A qui est diagonalisable. Ça, c'est la façon intuitive. La façon un peu générale, c'est de repartir en fait du tout premier point A. Tu dis que l'espace propre associé aux valeurs propres, c'est l'image de A en fait. L'espace propre associé aux valeurs propres, c'est ce qu'on appelle l'image en fait de A. Parce que quand tu fais A, tu appliques A à un vecteur V, tu obtiens lambda V, et tu vois que le lambda V, donc je t'écris ça un peu simplement, c'est comme ce qu'on a démontré au début. Si tu fais A fois un vecteur V, comme ça, tu vas obtenir lambda fois le vecteur V. Comme ça, c'est la définition d'une valeur propre d'un vecteur propre. Et là, ça veut dire qu'en fait que l'image de ton application A, c'est en fait le vecteur V. Parce que ton application A prend les éléments dans l'espace grand E, disons que V appartient au grand E. Dans l'application ici, c'est déjà, je pas précisé, mais une matrice qui admet des valeurs propres est un endomorphisme parce qu'elle conserve l'espace. Donc, disons que EV appartient à E, A va prendre le vecteur V qui appartient à E, et va juste renvoyer lambda fois le vecteur E, fois le vecteur V.
dont A est un endomorphisme mais qui guide de E vers E, si V appartient à E. Du coup, comme A est de rang 1, d'office tous les vecteurs propres sont associés à la valeur propre 0. Donc, tous les vecteurs propres sont associés à la valeur propre 0. Est-ce que tu vois pourquoi est-ce qu'on a ça? Je te laisse un peu réfléchir pourquoi est-ce que tous les vecteurs propres vont être associés à la valeur propre 0. Tous les autres vecteurs propres tous les autres vecteurs propres donc ici on est d'accord qu'il y a au maximum une valeur propre. Donc il y aura un vecteur propre qui va être associé à une valeur propre et tous les autres vecteurs vont être associés au vecteur propre 0. Dans l'espace vectoriel de dimension n se décompose en somme directe de sous-espaces propres, l'une de dimension 1 et l'autre de dimension n-1. Donc n a est diagonalisé. C'est vraiment la belle théorie que je vais retaper. Mais tu peux comprendre ça comme ce que j'ai dit au début. Trace non nulle, rang de dimension 1. Donc il existe au minimum un vecteur propre. S'il existe au minimum un vecteur propre, tu peux avoir, s'il existe au minimum une valeur propre, tu peux générer un vecteur propre. Si tu peux avoir un vecteur propre, tu peux construire ta matrice A dans la base de ce vecteur propre et à la fin, tu auras une matrice qui va être diagonale. Voilà, c'est la définition intuitive. Tu peux essayer de revoir le cours un peu là-dessus. Et voilà, c'est tout. Ok, j'ai oublié de faire l'interruption au cours de la vidéo pour te dire que je viens de lancer une toute nouvelle plateforme, une toute nouvelle application web qui permet à des élèves de trouver le professeur idéal sur base de leur problématique. Donc leur problématique est insérée sous forme d'un prompt. Donc tu peux dire que, ok, j'aimerais trouver un professeur qui va m'aider à comprendre l'endomorphisme des matrices, ou à mieux comprendre ces histoires avec les vecteurs propres et les valeurs propres, ou alors à mieux comprendre ces histoires sur la diagonalisable. Tu peux préciser ta localisation. Je suis en France, je vis à Paris. Tu peux imposer un tarif, tu peux imposer une langue, tu peux imposer un nombre minimum d'expérience et l'algorithme va se charger de trouver le professeur idéal. C'était tout pour cette vidéo. Salut, ciao.